Chantal Betty, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des sculptures et des collections au musée Bourdelle à Paris, musée qui vient de rouvrir ses portes au public après une restauration des plus réussies. Au cœur de ce musée, un écrin exceptionnel, l'atelier du sculpteur Antoine Bourdelle, qui est un vestige des cités d'artistes de Montparnasse à la fin du XIXe siècle. Tout d'abord, afin d'aider nos auditeurs à replacer ce personnage dans son époque, et avant d'évoquer l'atelier, qui est Antoine Bourdelle? Antoine Bourdelle est un sculpteur qui est né en 1861, qui est mort en 1929. C'est un contemporain, par exemple, d'Aristide Maillol. Oui. C'est la génération d'après Rodin. Bourdelle, d'ailleurs, sera le praticien et l'ami d'Auguste Rodin à partir de 1893 jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est un artiste qui va vraiment connaître le succès à partir des années 1910 et qui sera considéré, je dirais, au lendemain de la Première Guerre mondiale comme le plus grand sculpteur vivant. Et donc avec une production notamment de monuments, puisque la particularité de Bourdelle, au bout d'un moment, c'est qu'il va vraiment réaliser des œuvres colossales, Oui. donc de dimensions qui sont à chaque fois 5-6 mètres, voire davantage. Oui, dont l'une est très connue à Montauban d'ailleurs. Voilà, alors à Montauban, c'est son premier. Enfin, on a deux de ces monuments. Les deux monuments à la guerre sont à Montauban. À Paris, outre les monuments que vous pouvez voir au musée Bourdelle, vous avez aussi une sculpture de la France juste devant le musée d'art moderne de la ville de Paris. Et il est peut-être aussi intéressant de rappeler à nos auditeurs que le grand public connaît beaucoup plus Rodin que Antoine Bourdelle, et pourtant Antoine Bourdelle, à son époque, bénéficiait d'une grande notoriété lui aussi. Tout à fait. Rodin lui-même, d'ailleurs, admirait le talent de Bourdelle. Hein. Il l'a souvent soutenu lorsqu'il n'était pas encore reconnu. Et surtout, Bourdelle était un enseignant. Il enseignait à la Grande Chaumière. Hein, et les gens venaient du monde entier pour suivre son enseignement. Donc, il avait vraiment des élèves qui venaient des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Asie, du Japon notamment, et de partout d'Europe en fait. Oui. Alors, rentrons, si vous le voulez bien, dans l'atelier. À quelle époque est-ce qu'il s'y installe, aussi dans quelle idée? C'est un atelier qui était situé alors au 16 impasse du Maine et qu'on visite aujourd'hui au 18 rue Antoine Bourdelle à Paris. C'est un atelier qui, je crois, est très chargé à la fois en histoire et en objets. Et vous disiez, lors de la visite de presse, il y en avait partout, on se serait cru chez un brocanteur. Oui, c'est une expression Oui, un peu maligne d'Élie Faure. Alors, au départ, donc Bourdelle s'installe dans le premier atelier, hein, celui qu'on appelle aujourd'hui l'atelier de sculpture, en janvier 1885. Et enfin, c'est un atelier qu'il va habiter, on peut le dire, oui. jusqu'à sa mort en 1929. C'est là qu'il va créer ses œuvres iconiques jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc ce fameux monument de Montauban dont vous parliez, des œuvres comme l'Héraclès archer, comme Pénélope, comme Carpeau au travail, comme le Centaure mourant, euh, énormément de bustes aussi, dont sa série de bustes sur Beethoven, qui avait fait l'objet d'une exposition au musée il y a peu de temps. Et c'est aussi un lieu où sa vie intime et professionnelle se mêlent. On voit d'abord sa première épouse, Oui. Stéphanie, puis sa nouvelle muse, Cléopâtre, qui deviendra son épouse, qui est au départ une élève grecque venue travailler avec lui. Et puis, Bourdelle s'étend progressivement dans tous les ateliers environnants, parce qu'il fait justement des œuvres de plus en plus colossales. Et cet atelier, ce premier atelier, devient une forme de studiolo Oui. où il dessine, où il réfléchit à ses projets futurs, il modèle éventuellement des esquisses, où il reçoit les personnalités, puisque
au bout d'un moment, effectivement, les grands de ce monde viennent le voir dans son atelier, où il modèle éventuellement les bustes de ses personnalités. Et puis surtout, il meurt, Bourdelle est parti à Oui, la campagne, au Vésiné, pour essayer de rétablir sa santé. Il y meurt et sa veuve, Cléopâtre, fait revenir donc le corps de Bourdelle dans l'atelier. Elle fait réinstaller le centaure mourant qui avait été modelé et moulé là. Donc le cercueil est mis au pied du centaure mourant qui a l'air, avec sa tête penchée, de pleurer son maître. Et donc, elle organise là une chapelle ardente où viennent se recueillir, bien évidemment, la famille, les amis, les nombreux élèves, les personnalités, mais aussi, on le sait par les journalistes, toute une foule qui défile pour rendre hommage à Bourdelle. Donc, à partir de ce moment-là, Cléopâtre va sanctuariser l'atelier et qui ne bougera plus et qui, en gros, est demeuré peu ou prou comme à la mort de Bourdelle. Et tout ça, on le sait parce qu'en fait, Bourdelle a photographié et fait photographier son atelier, je dirais, des années 1890 et pendant toute sa vie. Donc, on a oui. 40 ans de photographies de cet atelier, des centaines de clichés, et ça nous permet vraiment de voir comment était cet atelier à l'époque et aussi son évolution dans le temps. Oui, oui, vous parliez de la veillée funèbre, hein. Il y a une photographie très connue où bien on a l'impression d'être présent, nous aussi, puisque c'est un lieu, vous venez de le dire, qui avait été très documenté, notamment grâce aux nombreuses photographies. Et c'est à partir de nombreux documents et aussi de ces photographies que vous avez procédé à la réinstallation de l'atelier après que la restauration de la structure du bâtiment ait été achevée. Est-ce que vous pourriez nous dire selon quelle logique vous avez procédé à la restauration et à la réinstallation des mobiliers et des œuvres dans l'atelier? Alors, la restauration était quand même énorme puisque c'était la structure du bâtiment Oui, euh, qui était presque ruinée. Ce sont des ateliers d'artistes qui ont été créés en 1878 par un certain Paillard qui avait une menuiserie qui avait brûlé et qui a pensé que c'était beaucoup plus rentable de louer de créer des ateliers et de les louer à des artistes. Donc, c'était une structure qui n'était pas faite pour durer. Il n'y avait pas de fondation au bâtiment. oui, Et finalement, 140 ans plus tard, elle est toujours là. Mais les murs bougeaient légèrement. Lorsqu'on marchait au premier étage, les planchers s'incurvaient. Donc, il était vraiment grand temps de faire quelque chose. Et pour cela, une structure de poutres métalliques verticales et horizontales a été installée dans ce bâtiment, ce qui fait que les murs sont presque comme un décor. En fait, ils sont essentiellement soutenus par cette structure métallique. Et pour cela, il fallait effectivement décaisser l'atelier puisqu'il a fallu enfoncer ces poutres métalliques dans le sol, créer finalement ex nihilo des fondations. Et donc, les instructions, c'était qu'il fallait faire tout cela sans toucher au mur. Et puis, pour ce qui était du plancher, on l'a fait numéroter puisqu'il a été déposé, mais il a été reposé ensuite. Alors évidemment, quand on enlève du mobilier qui est là depuis plus de 100 ans, oui, 140 ans pour l'armoire grise, lorsque on enlève un parquet qui est là depuis toujours, on a évidemment quelques petites mauvaises surprises puisque oui. les insectes xylophages évidemment se sont nourris pendant ce temps-là. Donc en particulier dans les arrières, dans ce qu'on ne voyait pas. Donc on a tout fait anoxier, c'est-à-dire Oui, euh, c'est un procédé qui permet, en enlevant l'oxygène, de supprimer, d'oxyre vraiment tous les insectes xylophages et leurs larves. On a ensuite fait restaurer, donc consolider les parties qui le nécessitaient. On restaure toujours à minima, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que le mobilier ait l'air d'être flambant neuf. non, c'est à Donc, par l'identique, exemple, oui. Mm. c'est à l'identique, on ne reprend pas la peinture. Oui, la peinture aurait dans
dans l'absolu besoin d'être prise, sauf que c'est une peinture d'époque, donc on ne veut pas y toucher. Et on a remis le mobilier vraiment exactement pareil. Les lattes de plancher qui avaient besoin d'être remplacées, on a demandé à avoir du bois vieilli. Et l'idée, c'est alors pour les murs effectivement, d'abord c'était quand même un petit peu dégradé avec le temps. Les vibrations des travaux ont fait tomber certaines écailles. Donc, on a demandé à des restauratrices de peinture de dépoussiérer, de recoller les écailles qui étaient encore en place, et puis dans les endroits où les écailles étaient vraiment tombées, de faire une petite restauration, enfin c'est même pas une restauration, mais des retouches illusionnistes en fait, de la même couleur que le reste de la peinture pour que ça ne choque pas. Mais en fait, la peinture, du coup, n'a pas bougé. Les clous non plus. Voilà, puisqu'on avait demandé vraiment expressément que les clous restent. Et ce qui nous a permis, par exemple, de réinstaller le grand Christ en croix qui était là à l'époque de Bourdelle, sans avoir besoin de mettre un clou, puisque le clou y était encore. Voilà, donc c'était le principe, c'était vraiment toucher le moins possible pour le laisser dans son jus. Alors, on a en revanche, en regardant beaucoup les photos, on s'est dit qu'il y avait quelques petites améliorations à faire. D'abord, on a supprimé tout ce qui n'existe pas dans un atelier. Par exemple, des cloches de protection, des cartels. C'est une pièce d'ambiance, ça n'est pas une pièce pédagogique, je dirais. Même si, du coup, parce qu'elle est une pièce d'ambiance, elle devient pédagogique. On a surtout supprimé les œuvres qui avaient été placées dans l'atelier par Cléopâtre, puis sa fille Rodia, étaient essentiellement des bronzes, parce qu'évidemment, les bronzes, c'est moins fragile lorsqu'on accueille du public. En termes de conservation, c'est plus simple. Mais dans un atelier, il n'y a jamais de bronze, puisque en fait, les bronzes sont faits à la fonderie, et souvent parce qu'il y a un commanditaire, donc ça part directement chez le commanditaire. Dans un atelier, qu'est-ce qu'on a? On a des terres en cours de modelage, on a des plâtres, on a des pierres en cours de taille ou bien achevées. Et donc, on a vraiment décidé de supprimer les bronzes pour remettre des plâtres et des pierres, et puis dans une armoire grise qui est vraiment une armoire grise qui est du début de l'atelier, on va en ouvrant 2 battants présenter au public des terres séchées. Voilà. L'installation n'est pas encore tout à fait faite, mais elle devrait être faite pour la fin mars, pour ce qui concerne les terres. Donc, on a aussi décidé de réinstaller les collections de Bourdelle, en particulier ces collections médiévales, puisqu'elles étaient vraiment, on les voit sur les photos, et qu'elles étaient mêlées plus exactement avec les œuvres. On a aussi décidé, il y a une mezzanine une mezzanine qui n'est pas accessible au public, mais le public la voit de l'atelier, et il y a des vitrines, et ces vitrines à l'époque de Bourdelle étaient remplies, surchargées de plâtre. Alors nous, on a remis des plâtres dans les vitrines qui avaient été vidées. Mais évidemment pas de manière aussi brouillonne qu'à l'époque de Bourdelle. Oui, parce que vous devez concilier en fait les nécessités de la conservation et en même temps une nécessaire fidélité au lieu, à ce qu'il était. Donc c'est assez compliqué au fond. C'est exactement ça. Donc, on essaye de densifier comme à l'époque de Bourdelle, mais pas trop pour que d'une part le public aussi puisse circuler, parce que si on avait autant d'œuvres qu'à l'époque de Bourdelle, le public ne pourrait plus circuler. Et puis aussi, effectivement, parce que les plâtres, quand ils sont serrés les uns contre les autres, ils finissent par s'abîmer. Donc voilà, on essaye effectivement de concilier les deux.
On a aussi essayé de choisir des œuvres qui permettent d'expliquer le travail de l'atelier. Par exemple, nous avons des marbres en cours de taille qui ont été abandonnés, soit pour l'un parce que le marbre n'était pas de bonne qualité, soit pour l'autre, c'est le buste de Simu parce qu'en fait, le bloc n'était pas assez profond pour Oui. pouvoir retranscrire le plâtre. Et donc, on a mis à côté du marbre le plâtre avec les points de mise au point, qui permet vraiment de montrer le travail, parce que le marbre étant inachevé, on a aussi les points sur le visage de Simu, et on peut vraiment faire la relation entre les points qui sont sur le plâtre et les points qui sont sur le marbre. Donc ça explique ce travail de mise au point dans l'atelier, travail de mise au point qui est expliqué juste à côté dans la salle des techniques, et où on voit d'ailleurs aussi l'appareil de mise au point de Bourdelle. Et puis, on a essayé aussi d'évoquer l'atelier par des œuvres, soit qu'on voit en cours de création dans l'atelier sur des photographies. Oui. Par exemple, l'infirmière, on a plusieurs photos où on voit Bourdelle en train de modeler l'infirmière dans l'atelier en 1917, hein, à une époque où on veut rendre hommage aux infirmières en pleine guerre, avec Madame Alcorta qui, en costume d'infirmière, en train de poser. On a aussi, par exemple, installé une statuette de Markovitch, qui est une élève de Bourdelle, et elle est d'ailleurs, on la voit en blouse d'atelier. Et puis, on a, grâce justement aux photos, à Oui. cette documentation photographique, retrouvé un groupe de 4 femmes qu'on voyait sur les photographies. Et après moult recherches, nous avons pu relocaliser en réserve des moules que nous avons donc fait restaurer et que nous présentons maintenant dans l'atelier sur le coffre. Et puis aussi le Christ médiéval, qui est une œuvre tout à fait emblématique du lieu. Et grâce aux photographies d'époque aussi, il a été placé sur la mezzanine, c'est ça? Tout à fait, Oui, c'est-à-dire que ce Christ oui, était, pour ceux qui connaissent le musée, était présenté dans l'atelier de peinture où il était extrêmement mis en valeur. Mais en regardant les photographies de l'atelier de peinture, on s'est rendu compte que jamais on ne le voyait dans l'atelier de peinture. En revanche, à partir de 1907-1908, on le voit accroché à la mezzanine sur les photographies de l'atelier de sculpture et jusqu'à la mort de Bourdelle. Et c'est là qu'effectivement, lorsque nous avons voulu l'accrocher à la mezzanine, on s'est rendu compte qu'il restait un énorme clou oui. très vieux mais très solide. Et quand on a posé le Christ dessus, eh bien, il arrivait vraiment au même endroit que sur les photos. Donc, c'était le clou d'origine. Oui, il faisait sens en fait. Il faisait sens, tout à fait. Oui. J'aimerais vous poser une dernière question, peut-être plus personnelle. Au cours de ce projet de restauration de l'atelier, est-ce que votre vision de Bourdelle a pu évoluer, malgré votre expertise évidemment? Est-ce que vous avez été surprise par des découvertes ou un pan de l'œuvre ou de la personne de Bourdelle que vous ne connaissiez peut-être pas encore aussi bien? Oui, alors en fait, le chantier des collections, notamment, nous avons vidé l'appartement, l'ancien appartement de la fille de Bourdelle, Rodia Oui, Dufay-Bourdelle, qui était au premier étage et qui est devenu aujourd'hui le café. Et nous avons redécouvert beaucoup d'objets qui appartenaient à Bourdelle, qui avaient été conservés par lui, puis par sa veuve, puis par sa fille, très, très soigneusement. Donc, alors ça va des vêtements de Bourdelle que nous avons donc retrouvés, mais aussi à des tas à tout un ensemble d'objets. Par exemple, la syrinx du grand-père Chevrier, par exemple la cloche d'alpage, etc. Et on a pu en fait lier ces objets à l'histoire personnelle de Bourdelle et à se rendre compte de comment je veux dire, cet amour de ses origines, un grand-père chevrier, un père ébéniste, etc.,
comment ça avait pu irriguer en fait son œuvre à une certaine époque. Et par exemple, la syrinx de son grand-père Chevrier, lui-même d'ailleurs aime raconter, Bourdelle, qu'il a été garder les troupeaux de chèvres avec et son grand-père et ses oncles. Et cette syrinx, elle devient pour lui un peu un pont entre son Quercy natal et puis l'Hellade, c'est-à-dire la Grèce antique. Et en fait, tout au long de son œuvre, vous retrouvez donc cette flûte de Pan. Oui. Vous la retrouvez à la fois dans ses sculptures, dans ses dessins. Et Bourdelle va très souvent se représenter en faune chevrier et qui tient une syrinx à la main. Et chose tout à fait amusante aussi, nous avions retrouvé une syrinx un peu abîmée et de moindre qualité, et on a réussi à découvrir grâce aux photographies que c'était la syrinx qu'il offre à sa fille Rhodia, mais lorsqu'elle est bébé, et on la voit avec cette syrinx à la main. Donc c'était vraiment l'idée d'une transmission du grand-père jusqu'à sa fille. Et puis aussi des objets très personnels, des éléments du Bourdelle intime qui seront exposés plus tard, c'est bien cela? Alors, tous ces objets, effectivement, oui, qu'il a conservés et qui irriguent son œuvre vont faire l'objet d'une exposition d'abord à Montauban, donc qui s'appelle Bourdelle, la mémoire des objets, où on va montrer comment ces objets Bourdelle raconte une mythologie familiale et comment ils irriguent l'œuvre. Donc cette exposition commencera le 7 juillet 2023 au musée Ingres-Bourdelle de Montauban. Et une partie de cette exposition fera l'objet d'un accrochage au musée Bourdelle à partir d'avril 2024 pour découvrir effectivement un nouveau Bourdelle et aussi occasion de présenter des œuvres qu'on présente moins, qui sont peut-être un petit peu moins connues, moins iconiques, moins emblématiques, mais qui font vraiment partie aussi de sa création. Oui, donc cet atelier d'Antoine Bourdelle, c'est vraiment un vestige de l'histoire des ateliers d'artistes à Paris. Nous n'avons pas parlé du musée qui vient d'être restauré et qui vient de rouvrir. Donc on ne peut qu'inviter nos auditeurs à aller visiter le musée d'Antoine Bourdelle et de rester un long moment dans l'atelier parce qu'on y ressent vraiment très fortement la présence de l'artiste. Et grâce à votre travail, je pense qu'elle est encore plus authentique. Ben écoutez, je vous remercie. C'est un très beau compliment. Merci beaucoup, Valérie Montalbati. Ben merci. À bientôt au musée, avec grand plaisir pour accueillir tout le public qui ne connaît pas ou qui connaîtrait et qui voudrait redécouvrir. Merci.